Bonjour, je m'appelle Josette et je vais vous parler de mon travail en tant qu'éducatrice indépendante. Salut Josette, merci d'avoir accepté l'invitation, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ta pratique. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton activité? Alors, je suis à la retraite après de nombreuses années à travailler en IME. J'ai travaillé aussi au début en ITEP, en maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil pour femmes. Et puis après, bon voilà, j'ai eu un contrat et comme tous les éducateurs, on se dit « Ah, on va travailler 5 ans ». Et on ne travaille jamais 5 ans parce qu'on s'installe, on fait plein de choses à côté. Et puis voilà, j'ai travaillé des années, j'ose même pas dire combien. Et puis donc j'ai ces expériences-là. J'ai une formation de monitrice éducatrice, j'ai une formation de thérapeute familiale et conjugale. J'ai plein d'autres petites formations, mais j'ai surtout toutes les rencontres et tous les gens qui m'ont arrêté, qui m'ont agrippé, ou que j'ai agrippé, toutes les rencontres que j'ai eues, et c'est ça qui fait peut-être que je suis devenue éducatrice, et un jour éducatrice indépendante, avec des choix, avec des intentions, avec des peurs. Voilà, quand on se présente, on dit toujours ses expériences professionnelles. Moi, je trouve qu'une vie d'éducatrice ou d'éducateur, c'est essentiellement ce qui nous a amusés, ce qui nous a blessés, ce qui nous a parcouru, traversé. Tu as monté ton activité combien de temps après ta retraite? Avant de partir à la retraite, 2 ans avant. Tu avais déjà commencé pendant que tu étais en activité? Voilà, je faisais ça les week-ends et les vacances scolaires et ça avait marché tout de suite. Donc je me suis dit, bon, je vais un peu tâter le terrain, je vais voir ce que ça donne et puis si ça marche. Alors, franchement, à la question peut-être pourquoi ça après la retraite, j'en sais absolument rien. Est-ce que je veux personnellement continuer d'exister, j'en sais rien, ou est-ce que je voulais me faire un peu de sous, peut-être aussi, hein, on va peut-être pas écarter ça, ou est-ce que j'avais des comptes à rendre par rapport à l'institution? Non, je pense pas d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas forcément d'éléments sur ce choix-là. Mais comment tu l'as réfléchi ton activité? Parce que en fait, tu as travaillé de longues années auprès d'enfants, et c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. En fait, ton activité, elle n'est pas orientée que pour les enfants, pour le coup, elle est vraiment orientée pour les adultes, même pour les personnes qui avancent dans l'âge. Alors comment tu l'as réfléchi? Oui, je suis installée, la maison est installée en pleine campagne. Et je rencontrais dans des discussions, dans des soirées, pas mal de personnes qui me disaient oui, mais bon, il y a ça, je ne sais pas trop comment y remédier, etc. Et je trouvais qu'il y avait plein de situations où il n'y avait rien qui existait sur Montluçon, et je me suis dit là, il y a peut-être à faire. Voilà, hein. Après, c'est toute une histoire de philosophie. J'avais fait un bac littéraire, ça m'avait bien plu. Et la grande question, pourquoi suis-je sur Terre? Voilà, il fallait que pas que je me prouve, parce que je ne pense pas que ce soit dans ce contexte-là, mais que je serve à quelque chose. Voilà, je ne suis pas boulangère, je ne suis pas réparatrice de télé, je ne suis pas chirurgien, et pourtant je suis dans la réparation. Enfin, dans l'aide à la réparation. Et là, j'avais vu un filon qui était intéressant, enfin un filon. J'avais vu une possibilité d'aider les gens qui était intéressante dans ce secteur-là. Donc, j'ai construit tout cet espace-là, plus l'extérieur, dans cette idée-là. Et finalement, c'est pas tout à fait comme ça que c'est maintenant, parce que c'est jamais comme on prévoit, et heureusement. Voilà. Alors justement, ce que tu as pensé au travers ta maison, ton extérieur, ta relation à l'autre, est-ce que tu peux nous la décrire justement? Alors, j'ai une petite carte et j'avais un site qui est en changement pour l'instant. Je reçois des enfants de tout âge. Hein. J'avais fait un petit schéma où ça partait du bébé jusqu'au grand-père, de tout âge sur des difficultés diverses. Les limites que je me suis fixées, c'était sur une petite phrase sur ma carte de visite qui disait « On verra ensemble, téléphonez-moi et on verra ensemble si ça concerne mes compétences ».
Est-ce que, voilà, je crois qu'à mon âge, avec l'expérience que j'ai, je vois à peu près là où je peux faire, et où peut-être j'ai peur de faire, où c'est pas très agréable pour moi, parce qu'en plus, bon voilà, à ce moment de retraite, je voulais que ce soit pas quelque chose de forcé. Donc je sais qu'il y a un public peut-être avec lequel je ne travaillerai pas. Voilà, notamment tout ce qui est de l'ordre de la psychiatrie. Hein. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne au monde qui pourrait dire ben, j'ai pas besoin de soins, donc je suis forcément dans le soin. Voilà. Quand tu dis, je dis aux personnes, en fait, contactez-moi et on voit ensemble. En fait, comment tu détermines l'action que tu vas apporter auprès de la personne? En fait, souvent on parle de bilan, tu sais, oui. Un peu dans le jargon professionnel. Oui. Oui. Grosso modo, si c'est pour reprendre ce vocabulaire-là, en fait, comment tu établis un bilan avec la personne par rapport à ses besoins? Alors, le premier coup de téléphone est toujours très important. Ça va me permettre à distance d'avoir déjà les premiers éléments, et notamment si c'est le parent, comme c'est souvent quand même dans les gens que je reçois, c'est le parent qui téléphone, en parlant d'un enfant, il va déjà y avoir une trame, parce qu'en général je suppose que l'enfant ou le petit enfant ou moyen enfant n'est pas présent lors de cette conversation. Donc je vais avoir globalement la situation qui va déjà me permettre de dire ça je peux pas, ou ça on va voir. On va voir ensemble, venez et on va discuter. Et donc j'invite à une première ou 2 rencontres. Hein. Ça m'est arrivé de faire 2 ou 3 rencontres même pour une petite fille qui habitait pas très loin. Et pendant cette rencontre-là, je prends des éléments. Si l'enfant est présent, évidemment que ça ne sera pas la même chose. Parfois, il y a eu la famille qui est venue même, parce qu'il y avait conflit, il y avait réaction de l'enfant. Je prends les données et j'avertis la famille ou les gens qui sont là que je donnerai la parole et que je m'organise, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ça, que c'est moi qui donne le tempo. Bon, je l'explique en fonction de comment on peut l'entendre et qui peut l'entendre. Une fois que c'est fait et que j'ai à peu près on va dire les éléments qui vont me permettre de mettre en place quelque chose, je note. D'abord je demande toujours à la personne si ça ne les embête pas que je prenne des notes, parce que je ne veux pas oublier, parce que c'est important aussi après dans la réécriture. Je note et j'écris ensuite, une fois leur départ, et je leur retéléphone pour leur proposer quelque chose. Donc dans ce que je vais relever en notation, c'est l'histoire de chacun bien sûr, c'est la difficulté, mais la fois d'après, ça va être le vrai travail. En général, je ne compte pas, c'est-à-dire je ne tarif pas les premières rencontres, parce que je ne suis pas sûre que je m'engagerai dans l'une ou dans l'autre. Donc, une fois que j'ai les éléments, je recontacte les personnes concernées, pas toutes, parfois. Parfois que l'enfant, parfois que la maman, parfois que le papa, parfois tout le monde. Et je dis voilà, moi j'ai compris ça. Je vous l'ai écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils le relisent, ils me disent, on rechange, etc. Et maintenant, c'est quoi votre intention? Des fois, il leur faut un peu de temps. Vous pouvez repartir et revenir et me dire, voilà, c'est quoi? Et puis, on sait bien que des fois, il n'y a pas d'intention. Parce qu'on est tellement perdu, on est tellement en souffrance que on ne sait pas pourquoi on est là. On sait qu'il y a une possibilité de régler des choses qui pourraient se régler comme plus B égale C, mais c'est pas ça, et on l'apprend forcément au fur et à mesure, et moi la première. Et donc j'essaye de soutirer un petit peu c'est quoi l'intention. Est-ce que c'est que l'enfant reprenne l'école? Est-ce que c'est que les mensonges s'arrêtent? Est-ce qu'il y a besoin d'autres personnes que moi? Est-ce qu'il y a besoin de psychologue? Quelle démarche vous avez fait? Est-ce que vous voulez que j'intervienne à l'école? Est-ce que vous voulez que j'aide la maîtresse? Puisque cet enfant, il y va en le tirant et par des pleurs et il s'agrippe à la grille et voilà. Donc c'est quoi un petit peu l'intention finale? On le détermine ensemble et je l'écris. Et je leur relis, je leur redemande. Et une fois que c'est fait, moi, il n'y a rien. C'est pas un projet individuel. C'est pas quelque chose de formel. C'est pas des cases. C'est quelque chose qui va être entendu entre nous. Et je libère la plupart du temps la fonction d'écriture. Je me l'approprie. C'est mon métier et ça embête souvent les gens.
Par contre, s'ils sont d'accord pour écrire, je suis absolument receveuse de tout ça. Même pour les enfants, j'ai toujours des cahiers, des carnets à leur donner. Et pour les mamans et les papas aussi. Tonton, tata, grand-père. Hein. Voilà. Et c'est comme ça que se dessine le projet. Ensuite, je leur fais une proposition d'intervention et je tarife. Et je dis voilà, bon ben, sur 10 séances, on peut travailler ça. L'objectif, et là je reviens à ma vraie fonction d'éducatrice, comme je l'ai appris en institution, ce qui m'aide bien, parce que là je le rédige vraiment comme une éducatrice, ce qui sert avec objectifs spécifiques, moyens, etc. Évaluation, je leur ai dit que je n'aimais pas trop ce terme-là et que je ne m'engageais pas dedans, que ce qui comptait pas, pour moi il n'y a pas de fin dans les histoires de vie. Il n'y a jamais de fin. Ce qu'on a transporté de pas bien, on le transportera tout le temps, et peut-être qu'on aura rencontré Josette et qu'on aura fait avec, mais on continue à le transporter. Donc voilà, j'explique qu'on peut régler ça qu'on peut travailler là-dessus en temps de temps. Ensemble, pas ensemble, ici, pas ici. Je détermine. Donc tu interviens un petit peu dans tout l'environnement de l'enfant, que ce soit familial, scolaire. Au début, j'étais très contente d'utiliser tout ce que j'avais préparé dans mes tiroirs et mes placards. Et là, on peut en revenir sur la panoplie. Mais j'ai vraiment tout, du tout petit enfant, passant par l'adolescent et puis je me suis rendu compte que oui, on passe un peu de temps ici et puis on arrive rapidement dans la famille parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Voilà, donc oui, ça m'arrive de garder les enfants ici pour travailler des fois sur la confiance, sur des choses basiques comme ça. Par contre, quand il y a une souffrance familiale ou souvent des ados d'ailleurs aussi, donc j'arrive très rapidement dans la cuisine de la maison et là où ça vit et là où ça répond, et puis si je sens que je peux m'installer, je m'installe avec toute la distance que je dois respecter bien. Voilà. Tu sais, quand on travaille en institution, quand on est sur le terrain, en fait on prend vite conscience qu'on est peu de choses en tant qu'éducateur dans l'aide à la personne. On n'est qu'un maillon de la chaîne en fait. On travaille en lien avec les paramédicaux, les psychos, les ergos, les orthos, etc. Toi, dans ton activité, comment tu fais appel justement à d'autres professionnels qui coordonnent les actions de chacun s'il y a lieu de coordination? Bref, comment tu t'insères ou comment tu orientes vers d'autres? Alors, je vais d'abord essayer de serrer un petit peu le type de population avec laquelle je travaille. Ça donnera une idée de qui j'ai besoin et comment ça se passe. À 80% du temps, je reçois des adolescents. La plupart du temps, c'est des adolescents qui n'ont jamais consulté, où les mamans n'ont pas été non plus voir ailleurs, et qui viennent en douce presque du reste de la famille pour dire voilà, il se passe ça. Ces adolescents, souvent en décrochage scolaire. Alors soit en décrochage, soit carrément plus du tout scolarisés. Très souvent en ce moment pour des histoires de jeux vidéo, d'écran. Mais les écrans, c'est quelque chose qu'ils ont pris. La vraie raison, elle est souvent ailleurs. Hein. Donc j'ai aussi quelques petits enfants avec des grosses peurs par rapport à l'école. Mais la peur de l'école, ce n'est que quelque chose qui se voit. Le reste, j'en reviens toujours à la même chose. Et la raison qu'il faut travailler, peut-être une séparation, peut-être une peur quelque part qui a existé. Je ne joue pas les psys. Hein, que ce soit pour les petits-enfants, pour les adolescents, je parlerai des adultes après, je peux faire appel très rapidement à des psychologues avec lesquels je travaille sur la ville, psychiatres aussi. Et après, le réseau se crée naturellement autour. J'arrive très vite à l'école en général. Soit pour réhabiliter, comprendre, expliquer parfois, hein, sans prétention aux enseignantes, soit pour qu'elles m'expliquent et qu'elles me remettent aussi dans le contexte, ce qui arrive très 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 souvent. Donc je ne rentre pas dans l'école parce que je ne suis pas habilitée à ça.
Je suis éducatrice indépendante, donc je ne vais pas aller m'installer dans la classe. Hein, j'ai pas cette fonction. Par contre, je rencontre des maîtresses très régulièrement et je travaille aussi beaucoup par téléphone, par mail. On s'explique, on écrit. Donc les mots, l'écriture, pour moi, c'est vraiment un moyen. Et aussi pour les parents. Hein. Je travaille beaucoup avec les parents par téléphone, par mail, par photo, par envoi de documents. Voilà. Et la question, c'était... La question, c'est comment tu rentres dans la boucle ou comment justement tu orientes vers Donc voilà, vers ça m'est arrivé. Donc là, c'est facile. Hein, je regarde l'environnement proche et après... Psy, c'est relativement simple parce que maintenant je sais où atterrir. École, c'est là où est l'enfant. J'ai jusqu'à présent 4 écoles, donc c'est un partenariat que je crée moi-même. C'est à partir de mon intervention qu'il va y avoir du lien qui s'installe entre les uns et les autres. Tu fais de l'artisanat. Que j'essaye en tout cas de bidouiller quelque chose. Et en faisant toujours très attention dans la parole, dans l'explication, dans la valeur de chacun. Bon, voilà. Et ça m'est arrivé d'avoir des enfants envoyés par une institution. D'accord. Et donc là, c'est l'inverse. La demande de l'institution est celle-ci, et non pas celle de travailler avec la famille, parce que là, il y a quelque chose de très sérieux et de, voilà, où c'est pas moi qui vais m'en occuper, mais d'autres personnes. Donc, l'enfant avec un objectif très précis. Et là, j'attends, j'envoie régulièrement les écrits à l'éducatrice, à la psychologue, je vais aux réunions. Et voilà comment se fait l'affaire. Après, c'est un partenariat, évidemment. Je suis invitée souvent à des réunions où il y a tous les gens concernés. Mais je mets l'enfant systématiquement au courant, ainsi que les parents. Ok, je te pose une question. Pour que ça fonctionne, en fait, il faut que toutes les parties soient partie prenante, en fait, de ce projet-là. Bien souvent, c'est des familles monoparentales qui rencontrent des difficultés avec leurs ados. Tu parlais d'exemple d'ados. Et... bien souvent, c'est la maman qui cherche voilà, à résoudre ou des conflits ou à poser des règles, des repères au domicile, etc. Il n'y a pas de souci. La maman elle est partie prenante, l'ado pas toujours, mais on arrive à trouver des leviers. Comment tu agis dans le cadre d'une famille où les parents sont séparés, où les règles de vie ne sont pas les mêmes chez la maman, chez le papa, le mode d'éducation, la vision de l'éducation est différente, et toi tu t'insères là-dedans? Alors moi, je vais dire que c'est pas grave si l'enfant a affaire à 2 modes d'éducation différents. D'accord, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mode d'éducation très différent? Qu'on soit permissif ou qu'on soit autoritaire, restrictif. Je crois que l'enfant, s'il n'y a pas trop de difficultés pathologiques, hein, s'il n'y a pas trop de grosses souffrances, l'enfant sera tout à fait capable de s'adapter, et moi encore plus. Donc je m'adapte complètement et j'ai eu affaire à ça un paquet de fois. Quelles sont les principales différences dans ta pratique quand tu étais en institution et maintenant que tu es en libéral? Alors avec un peu de recul, l'institution, d'abord 2-3 mots sur l'institution. Pour moi, c'est une sécurité. Alors, en tant que professionnel, tu parles? En tant que professionnel, ouais. Voilà. Une sécurité parce qu'il y a une organisation qui n'est pas déterminée par moi, tranquille, un travail en équipe, des garde-fous, normalement. Alors là, je le dis dans la mesure où ça marche bien, hein, mais les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, bon, avec des hauts et des bas parce que c'est inévitable, c'était ça. Hein. Des émulations sur des projets, et des différences parce qu'on est tous faits de façon différente, avec des partenaires sociaux, c'est très complet, hein, des moyens pour se former, pas forcément, je parle pas forcément des formations, mais elle est naturellement formatrice. L'institution est formatrice. Enfin moi, tout ce que j'ai appris, c'est, alors on va dire bien sûr, grâce aux enfants, aux ados, quand on se casse le nez, ou quand on est très content, on apprend des choses, mais on apprend beaucoup de choses dans les échanges avec les autres professionnels, et c'est là, moi, que j'ai peut-être le plus enrichi ce que je voulais être, ce que je voulais répondre, voilà ce que je voulais poser, peut-être. Je trouve que dans les institutions, quand elles marchent bien, c'est vraiment une source de sécurité pour les enfants aussi.
parce qu'il y a un cursus, parce qu'on peut dire, ben là, surtout maintenant où on parle de partenariat avec plein d'autres institutions, là ça marche pas, on peut essayer là. J'ai toujours été un peu frileuse par rapport à des enfants qui n'avaient pas leur place dans une institution, parce qu'à partir du moment où on dit il n'a pas sa place, il est déjà en partance et ça peut le faire souffrir. Donc je me méfie toujours quand on dit on va faire des passerelles entre différents, de ce que ça peut créer chez un enfant qui a besoin d'une communauté. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est la façon dont ça peut être fait. Je trouve qu'on devrait, dans chaque institution, avoir une importance fondamentale au moment de l'embauche. Et peut-être j'en arrive à la constitution de ce qu'est un éducateur, et je me mets dedans. Sur maintenant les sélections d'embauche et sur les nouvelles formations que je vois, qu'elles soient à l'école ou en VAE, et ce qu'on demande, et sur leur profil de réflexion, je trouve qu'il y a vraiment, quand on embauche quelqu'un, une grande attention qu'on doit porter sur la personnalité de cette personne. Ça, comment tu l'évalues dans l'entretien? Oui. Je crois que la personne qui doit embaucher les personnes, c'est un exercice de style qui doit s'apprendre, ça fait partie du management, doit savoir poser les bonnes questions, et c'est pas forcément les mêmes questions à chaque personne. Pas du tout. C'est cette capacité que doivent avoir les embaucheurs à s'infiltrer dans, comme on le fait pour les enfants. Je crois que tout existe à un niveau, la société actuellement adolescente était aussi une société enfant, elle deviendra peut-être une société adulte, et c'est pareil pour les éducateurs et pour ceux qui embauchent. Et c'est pas une histoire de feeling, mais c'est pas non plus une histoire de calcul mental. Je crois qu'il faut savoir vraiment rechercher, prendre le temps de savoir si dans cet établissement ou dans ce travail-là, la personnalité de ce travailleur social va bien avoir sa place. Alors évidemment qu'on doit pouvoir aussi travailler pour gagner de l'argent, et qu'au début on se dit bon ben voilà, on prend et on va faire comme si, mais bon, je crois qu'il faut vraiment aller creuser. Moi j'ai vu beaucoup d'éducateurs qui auraient été extrêmement précieux ailleurs qu'avec du handicap lourd. Voilà, mais petit point de vue que j'aimerais humble quand même. Voilà. Et puis poser des questions sur le savoir, sur la connaissance, sur le bon sens, sur la capacité à la remise en cause. Voilà. Tout ça, pour moi, ça fait partie des compétences à l'embauche. Je pense à un établissement qui n'est pas très loin, plus orienté sur la psychanalyse, où la personne qui est embauchée va passer vraiment entre les mains du directeur, et c'est le cadre, l'explication du directeur sur des choses extrêmement personnelles. C'est peut-être pas aller jusque là, mais après la formation qu'on commence dans cet établissement, c'est-à-dire que si elle est embauchée, la personne va être orientée pour que elle ait le plus d'une part de plaisir possible à travailler ici et le moins de souffrance possible à travailler ici. Alors d'un côté, tu as l'employeur, effectivement, qui doit être vigilant à la personne qu'il a en face de soi. Mais de l'autre côté, tu as aussi l'éduc. Est-ce que l'éduc d'aujourd'hui qui postule a la même philosophie du travail que l'éduc qui postulait à ta génération? Je pense pas. Je pense que tout ça s'apprend. Est-ce qu'on vient chercher les mêmes choses aujourd'hui? On n'est forcément pas pareil, parce qu'on n'a pas vécu la même époque. Comme moi, par rapport à la patrie, j'ai pas du tout comme mes parents. Bon, mais c'est pas grave. L'éducateur et le générationnel. Ce qui va être important, c'est comment il va être capable de s'adapter à ce qu'on lui propose maintenant. C'est-à-dire comment, d'un côté, il va falloir qu'il soit très rigoureux parce qu'on lui demande de rendre des comptes, et comment, de l'autre côté, il est capable de travailler avec un autiste violent ou avec un adolescent, je ne sais pas, moi, je ne vais pas mettre trop de mots, mais avec l'enfant gêneur, l'enfant, la sexualité, avec ce qui fait le plus peur, moi, à mon sens, d'ailleurs, entre la violence et la sexualité, c'est les deux pointes
et la violence la première pointe peut-être, que l'éducateur doit apprendre, parce qu'on n'apprend pas. Enfin, je veux dire, on ne sort pas en le sachant de l'école. On apprend sur le terrain. On l'apprend sur le terrain, comment on met sur la personnalité, comment ça va se faire. Alors moi, j'ai travaillé, et je le conseille vraiment à tous les éducateurs, en dehors de l'institution, dans une instance de réflexion, qui s'appelle une conversation, sur des sujets comme ça. On a eu comme sujet, ça se travaille sur une année, il y a des conférences, il y a des échanges, il y a des rencontres, on fait venir des gens, et j'ai tellement appris ici. Et j'ai pas bouquiné, ça m'amuse pas, enfin bon, maintenant voilà, moi je prends des petites choses comme ça, j'en ai plein un petit peu partout et je les ressors si besoin. Des vignettes, j'adore ce mot. On prend une vignette et on la lit sur un petit événement très court, et je me suis amusée quand j'étais en institution à en faire. Et quel exercice de style important c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder un enfant et on dit tiens, je le regarde là parce que ça c'est ce qui représente le plus cet enfant. Cet enfant, il est en train de remplir des bouteilles. Il remplit, et puis il va les mettre, il dit que c'est un élixir merveilleux qui va pouvoir guérir tout le monde, et il soigne les vers de terre, etc. Et je vais le décrire sur cette vignette-là. Je vais le décrire avec la difficulté qui va arriver à un moment donné, parce qu'il ne va pas vouloir vider ses bouteilles, et que socialement, on ne peut pas avoir 3000 bouteilles, hein. C'est une institution. Et je vais décrire la difficulté qui va engendrer, à quoi je me suis confrontée, comment j'ai rectifié, comment je m'en suis à peu près sortie, et ce que j'en ai compris. Ça, c'est une vignette. Ça doit faire une page. En lisant toutes ces vignettes-là, et l'institution pourrait être très bonne là-dedans, parce qu'on pourrait faire ça à 30 personnes, enfin 25 personnes. Je présente ma vignette, je ne dis pas le nom de l'enfant. Et là, tout le monde me pose des questions et on voit comment on peut avancer, mais pourquoi tu as fait ça, etc. Voilà. Donc, je trouve que l'institution a cette richesse-là de pouvoir faire écrire, faire parler, faire écouter. Quels sont les plus grands défis que tu dois relever dans ta pratique actuelle? Alors, que je dois, j'en sais rien, mais que j'ai eu à, oui. Je m'étais bien préparée à la violence, parce que voilà, forte d'en avoir bien discuté, et puis pour avoir eu des enfants particulièrement compliqués, et où les répliques devaient être bien ajustées, je m'étais bien fait les dents en institution, et je trouvais que la violence en tant que symptôme était tellement intéressante, parce qu'elle est nous. Elle est nous quand on était ado, elle est nous quand on n'en peut plus, elle est que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, et que tout ça, ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on va répondre et de comment on va pouvoir aider. Et là où peut-être j'attendais pas au virage, c'était sur le rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est dit. Il n'y a rien qui est fait. L'adolescent, on peut dire, ne me répondra pas, ne m'ouvrira pas. S'il m'ouvre, il y a un silence énorme qui s'est imposé. Et quoi que j'ai pu faire, alors c'était compliqué, c'était intéressant en même temps, parce que là, on va se focaliser sur le moindre petit geste pour lequel on va porter une importance d'enfer, et ma vignette pourrait être celle-ci, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'on rame pour trouver les moyens qui vont débloquer, et franchement, sur cette situation en particulier, je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai été là à un moment donné, et au moins la maman a pu se dire, tiens, il n'est pas tout seul, on va essayer de faire quelque chose. Ça m'était jamais arrivé ailleurs. Se retrouver face à, comme on dit de façon populaire, face à un mur. Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas rentrer. Comment tu l'analyses ça sur l'après-coup? Est-ce que tu fais ton autocritique? Est-ce que tu dis qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas suffisamment fait? Alors moi, est-ce que j'ai pas atteint mes limites d'éducatrice? Voilà. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te fais ta critique? Non, ça se passe pas comme ça. Moi, je me fais pas toute seule ma critique. Je me dis, voilà, il y a ça, j'ai proposé ça, et
c'est là. Je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, parce que finalement, avec le temps, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais que ce soit dans cette situation particulièrement compliquée, parce que les moyens me manquent, ou dans des situations où je finis épuisée et en âge, si vraiment il y a du souci, moi je vais le faire en supervision. C'est-à-dire que j'amène ma vignette. J'en reviens encore là, mais je le recommande tellement. Voilà, et je paye cette supervision. Ça veut dire que si je ne suis pas sérieusement expliquée, que mon explication est très claire, plus elle sera claire, plus je gagnerai du temps moi-même à m'expliquer et à comprendre, parce que on ne va pas forcément m'aider à comprendre, mais on va me poser des questions pour me sortir vers une autre réflexion. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à des éduques qui voudraient se lancer dans le libéral? Alors, autant je disais, l'institution, c'est sécure pour l'enfant, si elle marche bien. Autant pour l'éducateur en libéral, il pense qu'il peut avoir une bonne liberté d'action, c'est vrai. Il y a des choses extrêmement lentes en institution qui peuvent se régler en 2 séances en libéral. Et sérieusement, hein, sur des petits-enfants, il y a des choses, il suffit qu'on soit là des fois. Et hop, voilà, il suffit du coup de téléphone, du premier coup de téléphone. Ou du premier coup de téléphone à l'école. Là, c'est encore plus souvent. Et ça ouvre des choses. Mais quand même, le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer d'un garde-fou. Bon, voilà, quelqu'un qui va correspondre, hein, parce que c'est comme quand on va voir un psy, finalement je l'aime pas trop. Non, de la personne qui va correspondre à ce qu'on recherche. Alors pas qui va donner les réponses qu'on veut, hein, ça dépend de ce qu'on recherche, mais moi, en l'occurrence, ce que je recherche, c'est de m'ouvrir sur autre chose que ce que je peux plus voir, enfin. Donc de s'entourer. Je donnerais aussi comme conseil de beaucoup écrire. Moi, chaque séance est écrite après. Alors ça, j'étais en admiration devant les psychomotriciens, devant les psychologues qui faisaient ça, qui avaient cette liberté de faire ça quand j'étais en institution. Et nous, on galérait pour se trouver du temps pour écrire. Et quand on écrivait, c'était le principal parce qu'il ne fallait pas faire d'analyse. Alors là, je pense que c'est vraiment le moment de s'exprimer en faisant attention de ne pas jouer au psychologue. Voilà. Mais l'écriture, les lectures, les conférences, c'est ce qui fait un petit peu le garde-fou de ce métier-là. On arrive au terme de notre échange. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour clôturer cette discussion, et ce sera le mot de la fin? Alors pour rester dans le thème, hein, qui est le métier d'éducateur en libéral ou d'éducateur indépendant ou d'éducateur tout court, c'est tellement particulier ce métier-là, c'est tellement large, c'est tellement flou que ça vaut le coup d'essayer quand même, parce qu'à l'intérieur, d'une pierre deux coups, on peut aider, mais on peut s'aider soi-même. Merci. J'espère que ce portrait vous aura plu, j'en doute pas. Josette est une personne passionnante. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre portrait. Portez-vous bien. Salut.